Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un bilan culturel du mois de février. Je fais pas un bilan lecture parce que en fait j'ai pas assez lu de livres pour avoir une vidéo complète. Donc je me suis dit que j'allais étendre sur les films que j'ai vus, les podcasts que j'ai écoutés et les séries que j'ai regardées. Comme ça vous permettra peut-être de découvrir des choses ou d'en parler avec moi si vous les connaissez aussi. Alors attendez, Monsieur Twister a aussi envie d'être de la partie, excusez-moi, combat de poilu. Voilà, on y est. Donc, je vais commencer par les livres, puisqu'ils ne sont pas très nombreux. Je n'ai pas eu le temps de beaucoup lire au mois de février, mais c'est pas grave. Et puis après, on fera les films, les podcasts et les séries. Alors, dans les livres, on va commencer par le premier bouquin que j'ai lu en février, qui est le livre de Britney. C'est le livre The Woman in Me. Alors, qu'elle a écrit, mais j'ai du mal à comprendre le contexte de l'écriture de ce livre. Euh, Parce que pour moi, elle est sous tutelle. Donc forcément, ce livre a été lu et validé pour pouvoir sortir par bah, son père, je crois. Elle est sous la tutelle de son père. Son histoire est vraiment pas simple. C'était hyper intéressant à lire. Alors c'est en anglais, mais ça se lit très facilement. Et son histoire était hyper intéressante. Effectivement, ça rejoint le livre pour Britney que j'avais lu, qui analyse à quel point Britney est le produit d'une société patriarcale, euh, et en fait à quel point tout dans sa vie a été construit pour conditionner le fait qu'elle soit un objet. Euh, j'ai du mal à comprendre qu'elle soit sous la tutelle de son père dans la description qu'elle en fait. C'est quand même pas glorieux. On voit pas trop pourquoi c'est lui qui en a la responsabilité. Son ex-mari, c'est pas fou non plus. Euh, Moi, j'aime beaucoup Justin Timberlake, mais là, bon, j'ai beau lui trouver des excuses de, il était jeune et il a pas conscience de, et aujourd'hui, il regarde son évolution et la vie qu'il a aujourd'hui. Ça n'empêche que son attitude avec elle était pas glorieuse. Pour moi, Britney, ces dernières années, elle part un peu en cacahuète, mentalement en tout cas, et on assiste à ça. Euh, Ce qui fait que moi, personnellement, j'ai arrêté de la suivre. C'est quand même une icône avec laquelle on a grandi, qui a fait partie de notre paysage, de notre environnement. On connaît tous ses sons. Euh, on a suivi ses déboires, on a suivi sa souffrance. Cette souffrance, elle en parle. Euh, je me suis aussi posé la question de où est sa mère dans toute cette affaire. Que fait-elle pour sa fille? On comprend à un moment donné que qu'il y a eu conflit et qu'il y a eu perte de lien à un moment donné où c'était trop pour sa mère. Euh, et du coup, elle était comme prise en main uniquement par des hommes et à chaque fois qu'elle a tenté de revendiquer son identité propre, on est venu la démolir. Ceci expliquant cela, à mon sens. Donc c'était hyper intéressant, triste, mais intéressant en fait, presque fascinant. Mais ouais, c'est hyper triste. C'est hyper triste et en même temps, c'est la résultante d'une société qui est pas du tout conscientisée, euh, ou à pas à aussi grande échelle qu'il le faudrait quoi. C'est un système patriarcal qui a créé ça et qui a démoli ça. C'est vraiment triste et elle s'en fout, hein, mais je lui souhaite un jour de trouver la paix, en tout cas, et la possibilité, la liberté d'être elle-même. Pauvre Britney. Voilà pour le livre de Britney Spears. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Si vous l'avez lu, venez en discuter avec moi. Ensuite, ah oui, j'ai lu ça.
Je me demande même si je me suis pas trompée et que j'avais pas lu ça avant. J'ai lu Emmanuel, La leçon d'homme. D'ailleurs, en fait, ça, parce que ça fait partie des films que j'ai vus, mais je l'ai pas noté. Mais bon, du coup, j'ai vu le film qui est sorti avec Noémie, je sais plus son nom, d'une réalisatrice aussi, je ne sais plus son nom, mais qui est super connue, française. Et le film laisse un peu perplexe, dans le sens où c'est très lent, c'est très long, les choses sont dites sans être dites. Euh, c'est une jeune femme qui va partir à l'exploration de son désir, de son plaisir sexuel, mais tout est fait sans qu'elle ne le dise. Tout est dit à demi-mot. Et bon, en soi, le film est pas hyper palpitant. C'est quand on a écouté après les interviews de la réalisatrice, de l'actrice principale, des intentions posées par ce film, que là on a dit ok, bon, on comprend l'intention, on comprend la volonté, et oui, on y retrouve nos ressentis entre ce qu'on a vu du film et ce qui est dit. Euh, Après le film et après les interviews, j'ai voulu lire les romans qui sont donc à l'origine des films Emmanuel euh, et qui sont donc écrits par Emmanuel Arsan. Donc ça c'est le tome 1 et j'ai pas aimé. C'est un flop. Alors tout le début, on est aussi dans cette recherche d'exploration sexuelle, du plaisir de la femme, du désir féminin. Ok, ça c'est pas mal. Et puis alors après, elle rencontre un homme. Et là s'ensuit tout un discours philosophique à la mort moelle sur la sexualité, où clairement quand même il l'oriente à aller dans son sens, donc pas spécialement à faire ses propres expériences, mais à faire ses expériences pour être ce qu'il pense être lui extraordinaire en termes de sexualité, pas ce qu'elle pense elle être extraordinaire en termes de sexualité. Donc j'ai pas aimé. Et en plus, on s'ennuie comme des rats morts à partir de ce moment-là. Voilà. Donc pas un kiff. J'ai le tome 2. Je pense que je vais laisser des mois et des mois passer avant de tenter de le lire. Voilà. Et le dernier livre que j'ai lu en février, ça j'ai adoré, et je vous en ai parlé en short, c'est le livre La loi de l'attraction, en toute simplicité, de Cindy Botua, qui est donc éveil spirituel sur les réseaux sociaux. Je vais pas vous en parler énormément parce que je vous ai déjà fait une mini vidéo dessus, mais en gros, euh, c'est comment se réadapter la loi de l'attraction, la rendre hyper accessible avec des petits tips, et puis c'est surtout un vrai booster d'humeur, de morale, voilà, hey on a envie après ça. C'est vraiment un livre qui m'a fait du bien et qui m'a vraiment fait du bien, surtout après ces deux-là. Hein. Il fallait. Donc non, j'étais super contente de le lire. J'ai adoré ce bouquin. Je vous avais déjà parlé de Toi, moi et l'univers que j'avais lu sur Kindle et que j'essaierai de m'acheter en physique parce que c'est vraiment le genre de truc que j'avais vraiment que j'adore lire quoi. C'était une romance entre une petite sorcière et son moldu, mais hyper actuelle, hyper contemporaine, un mélange entre Morgane Moncomble, comme si Morgane Moncomble écrivait un truc avec une petite sorcière des temps modernes. Un kiff. Voilà pour mes lectures. Ensuite, les films. Donc les films que j'ai vus en février. Bah du coup, il y avait Emmanuel, donc je vous en ai un petit peu parlé. Il y avait un film italien que je suis allée voir avec ma meilleure amie, qui s'appelait Prima la Vita, qui payait pas de mine du tout. Le cinéma italien, je trouve, a une saveur particulière, quelque chose de très authentique. Et en même temps de très fantasmagorique en même temps, enfin à la fois très imaginaire. Là, c'est l'histoire de d'un père et sa fille. On la voit grandir, lui hyper célibataire avec cet enfant. Il est réalisateur de cinéma italien, hyper connu, et il l'emmène sur les tournages, tout ça. On voit leur petite vie, leur petit quotidien.
et puis elle grandit et elle fait ses propres expériences et elle se casse la gueule. Et ils vont être liés tous les deux par l'amour du cinéma, leur amour l'un pour l'autre. Euh, c'est hyper intéressant, c'était très très beau, très humain. Euh, un vrai petit bonbon comme ça qui était super chouette à voir. Ensuite, je suis allée voir Bridget Jones avec mes enfants. Mes enfants sont ados, hein, ils n'ont pas vu tous les premiers Bridget, donc c'était leur premier. Euh, et en fait, bah, ils ont beaucoup ri, ils ont bien aimé. Et moi, Bridget, c'est la nana, je sais, je vais la voir, elle va me faire du bien. C'est source de réconfort absolu. Forcément, on va rire. On a pleuré un peu aussi. Moi, j'ai pleuré un peu aussi, j'avoue. Et en plus, là, ce dernier volet, je trouve, aborde des sujets quand même assez actuels, euh, qui sont très très chouettes. Elle est dans une phase de deuil, de reconstruction, et il y a aussi ce truc de je suis une femme d'une cinquantaine d'années et euh, j'ai envie de vivre enfin. Voilà, j'ai été mère, épouse, j'ai kiffé ça, mais j'ai le droit aussi de faire mes propres expériences et d'avoir de la légèreté, de l'amour, de la joie. Euh, voilà. Donc c'était très chou. J'ai kiffé partager ce moment-là avec eux. Et du coup, hier soir, avec ma fille, on était en soirée toutes les deux parce que les hommes de la maison avaient des heures. Donc on s'est fait une soirée Bridget où je lui ai montré le 1. Et ouais, bah, pareil, hein, c'est quand même un kiff. J'ai une profonde identification à cette femme, surtout quand elle se casse la gueule ou qu'elle monte son popotin. Je trouve ça formidable. C'est tout à fait le genre de truc qui pourrait m'arriver. Donc, euh, ouais, très très cool. Dans les pépites qu'on a découvert, je dis on parce qu'on l'a regardé à deux ce mois-ci, il y avait le film Emilia Pérez de Jacques Audiard. Euh, Ma meilleure amie, quand elle l'a vu, je crois que c'était en septembre, elle m'avait dit ça, ce truc-là, c'est une bombe, fonce. Euh, c'est un film sur, on est dans un cartel de drogue. Je sais plus si on est au Mexique ou au Brésil. Euh, je, là j'ai ma meilleure amie et mon mec qui sont en train de me gueuler dessus dans la tête en me disant tiens comment ça t'as pas retenu le pays. Bah ouais, désolé les gars. Bref, et en fait, ça va parler de transidentité, de transsexualité et, euh, et de renouveau, de renaissance. C'est un film qui est, pareil, profondément humain, qui est beau. Alors, je vous préviens, parce que moi j'avais été un peu prévenue, mais pas assez. C'est-à-dire que ma meilleure amie m'avait dit, ça chante un peu, mais tu vas voir, ça s'intègre super bien dans le film. Les 10 premières minutes, ça chante tellement que je me suis dit, ça va, ça chante trop. Bon, bah, je suis pas une fan de comédie musicale non plus. Euh, donc, j'avais un peu peur. Et puis, en fait, hein, au fur et à mesure qu'on avance dans le film, ça chante de moins en moins, c'est beaucoup mieux intégré. Euh, et elle avait raison. Ce film est une bombe. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Il est sur Prime en ce moment. Euh, Emilia Pérez, une pépite. C'est beau dans tous les sens, visuellement, humainement, artistiquement. C'est magnifique. C'est un film magnifique. Allez-y. Et le dernier film qu'on a vu avant-hier, lundi, avec mon chéri, euh, je sais pas, il a dû en entendre parler. Ah non, mais il y a un autre film. Bah, je vous en parlerai le mois prochain, c'est pas grave. Euh, Ouais, là je vous en parle, mais bon, on est au mois de mars, c'est pas grave, on va le compter dans les février. Et celui dont je voudrais vous parler, je l'en parlerai le mois prochain. Euh, il a dû en parler, en entendre parler sur TikTok, je crois, et c'est Moi, Christiane F. Donc, Moi, Christiane F, je l'ai lu quand j'avais 13 ans, puis 14 ans, puis 15 ans, puis 16 ans. Je le connaissais par cœur, ce bouquin. Il fait partie de mes livres d'adolescente qui ont construit mon rapport à la littérature certainement, euh,
qui ont vraiment construit mon adolescence, voire mon début de jeune adulte. Il y a moi, Christiane F., L'herbe bleue, Junk de Melvin Burgess, Hell de Lolita Tapie. J'aimais l'adolescence dans sa souffrance et aussi dans sa fougue, dans son intensité et dans son hypersensibilité. Et voilà, j'adorais ce bouquin. Et on a regardé ensemble le film de 1981. Je n'étais pas née, lui encore moins. Euh, on a regardé ce film, ça met vachement de temps à démarrer, mais bizarrement, il laisse une espèce d'empreinte. Ça met beaucoup plus de temps à démarrer, à rentrer dans le vif du sujet, alors que dans le livre, je me souviens, on y est assez rapidement. J'avais pas le sentiment d'autant de longueur dans le livre, euh, mais là, le film, malgré tout, il laisse une empreinte. C'est-à-dire que moi, le lendemain, j'avais quand même des flashs du film qui me revenaient. Il m'a pas laissé indifférente finalement. C'était pas sans intérêt. En plus, replonger dans les années 80, l'Allemagne des années 80, pas déconnant du tout. Alors au-delà de la dépravation avec la drogue, la prostitution, bon, je sais que mon chéri a eu beaucoup de réactions comme un adulte, comme un papa, comme un adulte face à une poupinette. Quand il me dit mais fais pas ça, ce qui me faisait beaucoup rire. J'ai dit mais si elle fait pas ça, il y a pas d'histoire, mec. C'est le jeu, ma Lucette, hein, faut qu'on y aille. Donc si elle va y aller là. Il n'y a pas le choix. Donc voilà, non, c'était pas inintéressant. Je pense qu'on a aimé regarder ce film. Voilà pour les films que j'ai pu voir en février. Je parlerai des autres le mois prochain. Ensuite, je vais vous parler maintenant des podcasts que j'ai écoutés en février. Et du coup, c'est un truc que j'aime bien écouter quand soit je fais le ménage, soit je suis en train de travailler sur des croquis, sur du dessin. Le matin, en général, j'aime bien écouter des podcasts. Euh, voilà, ça me nourrit quelque part. Moi, je suis pas forcément expérience humaine, euh, mais j'aime un peu de tout. J'aime avoir des conversations, j'aime avoir quelqu'un qui me documente sur quelque chose et j'aime aussi avoir des expériences. Et là, il y a tout. Donc, en février, j'ai écouté un podcast qui s'appelle Journal Ultime, qui va parler de cette démarche de journal intime. J'ai écouté l'épisode sur Kafka, il y a un épisode sur Anaïs Nin et il y a un épisode sur Virginia Woolf que je me garde. J'ai écouté celui sur Kafka. La démarche est hyper intéressante parce qu'on va analyser la démarche de l'auteur, de l'autrice sur son journal. Qu'est-ce qu'il y met, qu'est-ce qu'il y projette. C'est hyper intéressant. Les épisodes sont assez courts et, euh, et hyper documentés. Donc c'est hyper chouette, c'est hyper nourrissant, je trouve. Surtout que moi, tenir un journal, c'est un truc que je fais depuis 10 ans, hein, comme tout le monde. Vous savez, le diddle avec le cadenas, voilà. Mais bon. Mais d'avoir la démarche des autres, des artistes notamment, sur cette pratique d'écriture, c'est hyper intéressant. Voilà. Ensuite, j'écoute un podcast, effectivement depuis plusieurs mois, qui s'appelle Sorcières des temps modernes. Et c'est deux jeunes femmes qui sont des sorcières des temps modernes, donc qui ont des approches hyper différentes de la magie sorcellerie et qui vont choisir un thème et discuter autour de ce thème et échanger leur point de vue. Et du coup, c'est hyper constructif et intéressant parce que même si des fois elles sont totalement d'accord, elles sont dans la même lignée et c'est cool. Et puis des fois elles ont des points de vue divergents, mais c'est jamais en conflit. Elles sont dans l'écoute et dans le respect du point de vue de l'autre. Donc c'est toujours hyper inspirant d'avoir cette démarche-là de conversation, de communication. Euh, et puis euh, et puis même si c'est des concepts dont j'ai déjà entendu parler, sur lesquels moi j'ai déjà réfléchi, d'avoir leur analyse et leur point de vue, euh,
je trouve pas déconnant. Voilà. Et il m'en reste 2 autres. Donc, j'ai écouté un épisode d'un podcast que j'aime beaucoup, que je connais depuis, je pense, plusieurs années, qui s'appelle Histoire de Daronne de Fabrice Florent. Avant, il avait un podcast enfin, il l'a toujours, il a les deux, et il s'est démultiplié, Fabrice Florent. Fabrice Florent, c'est le papa du webzine qui s'appelait Mademoiselle. Et puis il a quitté Mademoiselle et il a développé ses propres réseaux. Et donc j'avais réécouté Histoire de Daron que j'adorais, où c'est des papas qui racontent leur expérience de papa et de ce que ça leur fait, de comment ils ont vécu, de les problématiques que ça soulève chez eux. C'est moi je trouve ça fascinant, surtout de la part des mecs. Et il y a aussi du coup Histoire de Daronne, qui est la même chose mais pour les mamans. Et j'ai écouté un épisode d'une maman dont les 2 filles ont fait des tentatives de suicide. Donc sur cette souffrance adolescente qu'on peut avoir du mal à comprendre, j'avoue. Je suis la première. Moi j'ai vraiment les fesses entre 2 chaises parce que mon hypersensibilité me permet de comprendre qu'on puisse faire une montagne d'un rien. Me permet de comprendre qu'on puisse ressentir les choses tellement intensément qu'on soit perdu. Me permet de comprendre aussi on peine à trouver sa place, à trouver du sens, voilà. Et il y a la part vieille de ma personne qui se dit mais Coco, cocotte, tu n'as rien vécu dans la vie. Mais en même temps, j'aurais pas aimé qu'on me le dise à 13 ans. Donc, tu n'as rien vécu dans la vie. Quel est ce mal qui te ronge? Euh, de quoi as-tu à te plaindre? Tu n'as rien, factuellement, qui te permet de te plaindre. Tu as tout ce qu'il faut, là où il faut, avec tout ce qu'il faut. Enfin, tout va, objectivement. Et tout va, mais rien ne va. Et, euh, et rien ne va parce que bah, c'est compliqué, c'est compliqué. Euh, donc vraiment, en tant que parent, on a envie de dire aux enfants, bon les gars, ouais ok, ça va pas, mais en vrai, il n'y a aucune raison pour que ça aille pas. Donc arrête là de te tournicoter le ciboulot pour rien et euh, et puis essaye de prendre conscience que tout n'est pas à jeter à la poubelle. Et puis il y a la part adolescente de moi qui peut dire oui ok je comprends. Et il faut certainement que je me remette à la place de Caro 13 ans pour me dire ok ça va, je comprends, t'inquiète, ça va le faire. Euh, voilà. Mais du coup cet épisode était hyper intéressant, hyper parlant parce que quand vous êtes maman, que votre enfant souffre au point de faire des tentatives de suicide, ou je pense à la mutilation, je pense aux troubles alimentaires, quand vous avez votre enfant qui se fait du mal, ça met une claque hein, de se dire où est-ce que j'ai foiré là? Où est-ce que j'ai foiré? Et en fait, bah, et puis bah, pour cette maman aussi, ça c'est tout un chemin de guérison, de reconstruction, de ouais, donc hyper touchant, hyper intéressant. Euh, et puis et rassurant aussi quelque part. C'est-à-dire qu'on n'est pas les seuls à galérer. Voilà. Et le dernier podcast dont je voulais vous parler, il s'appelle Canapé 6 places, où c'est une jeune femme qui va souvent interviewer une célébrité autour d'un thème donné. Et donc moi, l'épisode que j'ai écouté, c'était Matt Pokora autour du sujet de l'amour de la musique, l'amour qu'on lui porte, l'amour de sa famille, l'amour d'une façon générale. Et en fait, du coup, c'était très, ça dit bien, hein, c'est très pétillant, c'était très doux, c'était très chaud doudou, quoi, hyper réconfortant. Voilà, et plein de joie aussi. C'est plein de joie et plein de passion. Voilà pour les podcasts. Et je vais donc terminer avec les séries que j'ai regardées au mois de février. Il n'y en a pas énormément.
C'est pas que je sois pas trop en série, mais je sais que j'ai pas tant de disponibilité que ça pour me poser devant des épisodes. Ouais. Mais j'ai quand même regardé 2 séries. Il y en a une que j'ai dévorée qui s'appelle Ni Una Mas, que ma fille de 13 ans donc m'a fait découvrir avec Nicole Wallace, qu'elle adore, sur laquelle elle a écrit un devoir. L'inspiration, hein, d'où ça vient. J'ai adoré cette série. Pareil, sur l'adolescence, le l'ambivalence. Ah, mais non, je suis con. Euh, ouais, c'est sur l'adolescence et c'est sur. On suit une ado et Ni Una Más, c'est pas une de plus parce que ça va être une espèce de MeToo espagnol, quoi. Euh, ça va être un. Voilà, on va être sur la lutte de ces jeunes filles euh, contre la culture du viol et du patriarcat. Et c'est très très chouette, c'est très très prenant, c'est très beau aussi de voir ce mouvement-là. C'était très cool et en fait c'est hyper féministe comme série, donc j'étais hyper amusée de partager ça avec Fifi, donc c'est cool. Et la deuxième série que j'ai regardée en février, c'était avec mon chéri. On a regardé Cassandra et alors c'est pareil, on l'a mangé, on l'a regardé en 2 jours, je crois, même pas, non, 24 heures à peine. On l'a enchaîné. Donc c'est sur l'intelligence artificielle. On est dans une maison connectée par une IA et une famille vient s'y installer, mais c'est une IA qui est un prototype test des années 70 et l'IA va prendre le contrôle de la maison. Et c'était hyper flippant, fascinant, inlâchable. J'ai adoré cette série. Voilà, c'est tout pour mon bilan culturel de février. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous avez lu, écouté, regardé. Euh, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Je vous embrasse très fort.